Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Dans ce nouveau numéro Cœur de l'âme, nous irons à la rencontre de la responsabilité sociétale et environnementale de cette entreprise. Mais pour l'instant, découvrons le sommaire. La responsabilité sociétale et environnementale comprend 3 volets importants: le social, la sécurité et l'environnement. La rubrique découverte cette semaine va nous éclairer sur tous ces points. Nous ferons ensuite un focus sur l'aspect social de cette entreprise à la rencontre de Dieudonné Akwesa. C'est notre métier de la semaine. Monsieur Ekoti sera sur notre plateau. Nina est manager social rattachée au site de Mouila et ses environs. Elle est le lien entre l'entreprise et les populations qui l'ont vraiment adoptée. Ce sera notre portrait de la semaine. Olam Gabon a pour engagement de tendre vers une croissance responsable. Pour ce faire, l'entreprise obéit à des schémas internationaux qui permettent à toutes les parties prenantes de trouver leur place. La responsabilité sociétale et environnementale chez Olam permet justement d'atteindre cet objectif. Pour mieux comprendre, notre rubrique découverte. À travers un partenariat public-privé, Olam et la République gabonaise se sont engagés vers une collaboration multipartite afin de permettre à tous les partenaires de prospérer. La RSE entre dans cette logique, mais la RSE, qu'est-ce que c'est? La RSE, donc, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Les entreprises modernes doivent montrer une responsabilité envers l'environnement et envers les communautés dans lesquelles elles évoluent. Et ce respect se montre non seulement par le respect des lois en vigueur, mais aussi par des actions proactives qui démontrent en fait qu'on a une vision du futur qui est positive. La RSE se résume à 3 grands volets. La première, c'est le respect de l'environnement, des espaces naturels, des forêts, de la nature, de l'eau, de l'air. La deuxième, c'est le respect des communautés, et pour nous, donc, ça veut dire non seulement de nos travailleurs, le droit des travailleurs, le droit des communautés et des villages avec qui nous travaillons. Et la troisième, c'est la santé et la sécurité de nos travailleurs, de nos employés, de nos contractants et de tout le monde qui vient en contact avec l'entreprise. Tous sont importants, mais l'aspect sécuritaire est particulièrement respecté. Sur le terrain, des dispensaires ou pôles de santé sont en activité pour intervenir en cas d'incident, mais ce n'est pas tout. Les gens qui travaillent dans la construction doivent porter le casque, les gants, les bottes protectrices. Ceux qui travaillent par exemple dans les plantations, qui travaillent dans l'épandage par exemple des engrais, ou qui travaillent dans l'épandage des herbicides là où on a besoin d'en utiliser, doivent se protéger aussi la respiration avec des masques, ou d'éviter de toucher avec la peau, d'être trop exposé à des produits chimiques. Et on reprend les personnes qui peut-être ne comprennent pas du premier coup pourquoi elles ont besoin de se protéger elles-mêmes. Biologiste de formation et riche d'une expérience de 15 ans dans le domaine de l'écologie, pour Christopher Stewart, il est important de protéger les employés, mais aussi l'environnement. Il y a énormément de forêts au Gabon. Le problème ici, donc, c'est de préserver le patrimoine de forêt, mais aussi de contribuer à la diversification de l'économie, qui est essentielle puisque l'économie gabonaise dépend du pétrole et des activités minières. Et c'est un des rares pays où l'activité agricole reste très faiblement développée. C'est pour ça qu'au Gabon, nous cherchons à développer un pôle agricole économiquement puissant, tout en recherchant les endroits où on peut faire ce développement sans abîmer le patrimoine gabonais. Et on a travaillé très étroitement avec le gouvernement du Gabon, avec nos propres experts, avec l'Agence nationale des parcs nationaux, déjà pour localiser les paysages où les forêts sont déjà dégradées, où il y a relativement peu de faune parce que la chasse a été très forte, et c'est là que nous commençons nos opérations. Pour garantir son respect de l'environnement, Olam n'hésite pas à se confronter aux normes internationales pour labelliser ses produits. Pour l'huile de palme, il s'agit du sigle RSPO. Nous suivons les règles de la RSPO. Nous avons été les premiers, d'ailleurs nous sommes vraiment les premiers en Afrique à avoir satisfait toutes les conditions de la RSPO pour des nouvelles plantations.
et nous serons maintenant la première entreprise en Afrique centrale à être certifiée RSPO. Et donc c'est notre intention d'être à 100% labellisé, certifié. Et d'ailleurs, si nous faisons bien les choses, le Gabon sera le premier pays et le seul pays au monde où la production intégrale du pays sera certifiée RSPO. Le social est très utile parce qu'il permet effectivement aux entreprises de tenir compte des personnes qu'elles trouvent sur les sites lorsqu'elles arrivent. Parce que généralement, les entreprises qui viennent s'installer ne connaissent pas les us et coutumes des populations. Et nous, notre travail consiste beaucoup à faire remonter ces informations-là au niveau de l'entreprise, donc à faire découvrir déjà les us et coutumes des communautés aux entreprises, mais également à en tenir compte lorsqu'elles développent leurs activités. Au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 52 villages concernés directement par nos activités pour tous les projets OLAM au niveau du Gabon. Depuis Libreville, Tatiana et Boa travaillent en étroite collaboration avec une vingtaine de travailleurs sociaux sur les différents sites. Le but est de permettre l'interaction entre l'entreprise et les populations riveraines afin que les activités d'OLAM ne perturbent pas leur quotidien. Ces équipes s'efforcent d'apporter des solutions à chaque problème rencontré. Par exemple, lorsque vous arrivez dans des villages, vous avez des personnes âgées qui ne peuvent pas mener des activités chez nous, par exemple, qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas aller, au champ. Ce que nous faisons dans ce cas, c'est que parfois, nous regardons autour de la personne. S'il y a une personne qui est valide, capable de travailler, nous employons cette personne. Ça fait que dans la maison où il n'y avait pas de revenu, il y a maintenant un revenu. Lui, ça permet à cette personne d'aider la vieille personne qui est dans la maison. Ou bien, il y a des aides que nous apportons. Par exemple, la personne peut venir vers nous. Elle émet une demande par rapport à une situation donnée. Et là, nous intervenons. Nous pouvons, par exemple, prendre en charge des soins médicaux. Nous pouvons, par exemple, faire des dons de nourriture alimentaire. Ça dépend du besoin de la personne. La vision d'OLAM au Gabon est unique. Je pense qu'il n'y a aucune autre société au monde qui a poussé autant et aussi loin que nous la logique des plantations durables au niveau du paysage. Je pense qu'on est dans les toutes premières phases de cette grande aventure avec le peuple gabonais et les plantations agro-industrielles. On n'en est qu'au début. Mais c'est vraiment sur 25 ans la durée d'une plantation, puis 50 ans, puis 100 ans, ça va être des paysages qui vont évoluer. Et moi, mon rêve, c'est de voir les villages qu'on a trouvés où tout le monde habite dans une maison en terre cuite, en terre ou en planche, que au fur et à mesure que nous travaillons ensemble, les gens vont avoir des maisons en dur, ils vont avoir l'eau à domicile, ils vont avoir l'électricité, leurs enfants vont aller à l'école, ils vont eux-mêmes se lancer dans l'agriculture et en même temps, nos plantations vont être à proximité des belles forêts gabonaises où on trouve encore les gorilles, les chimpanzés, les gazelles et toute la magnifique nature qui est vraiment le patrimoine incomparable du Gabon. Pour vous, nous sommes entrés dans l'envers du décor des actions sociales qui constituent l'une des facettes de la responsabilité sociétale et environnementale de cette entreprise. En quoi consiste exactement leur fameux contrat social mis en place dans toutes les zones où OLAM est implanté? C'est notre rubrique métier. Regardez. Le contrat social, c'est un cahier des charges dans lequel est rédigé toutes les doléances émises par les populations et retenues d'un commun accord entre les populations et l'entreprise. Avant la rédaction du contrat social, des études préalables sont menées. Il y a des équipes qui vont sur le terrain prendre les informations sur les zones d'activité des populations. Ces activités concernent exclusivement la chasse, la pêche, la cueillette, les sites sacrés, les cimetières, les zones des rituels des populations. Et ce contrat social, c'est l'engagement pris par OLAM vis-à-vis de ces populations par rapport à l'activité qui sera menée. Quand nous avons le cas des personnes, par exemple, des villages dont les activités sont à l'intérieur du projet, nous allons en négociation avec ces personnes. Et cette négociation est appelée CLIP, le consentement libre, informé et préalable.
Donc il faudra, avant la mise en place de notre projet, informer les populations sur les activités qui seront menées à l'intérieur de leur zone d'activité. Si les populations acceptent le projet, nous passons à une autre étape de négociation. Si elles refusent le projet, nous ressortons la partie concernée par cette population qui a refusé le projet. Donc cet engagement est exclusivement pour la plupart des villages, l'adduction en eau potable, l'éducation, le recrutement, donc l'emploi prioritaire, les infrastructures, la santé également et les activités génératrices de revenus pour la plupart des villages. L'objectif de ce système d'embauche est de trouver de l'emploi à toutes les personnes vivant dans les villages voisins au permis. Trouver de l'emploi afin que toutes ces personnes bénéficient de la présence de l'entreprise dans leur zone. Concernant les écoles, nous avons fait la réfection de la presque totalité des écoles des 8 villages. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, nous avons fait une dotation matérielle didactique pour les enseignants, exclusivement pour l'école de Mboukou. Concernant la santé, nous avons construit des cases de soins. Concernant l'eau, nous avons mis en place plusieurs pompes hydrauliques villageoises. Donc le château d'eau est monté, le prestataire est à pied d'œuvre. D'ici là, le château d'eau sera livré. Les activités génératrices de revenus, ce sont toutes les activités mises en place par l'entreprise pour pallier aux problèmes de revenus des personnes qui ne sont pas embauchées à Olam. Nous avons par exemple le cas des personnes âgées qui ne sont plus en âge de travailler. Pour ces personnes, nous mettons en place des grandes plantations communautaires. La première clientèle de ces personnes-là, ce sont les populations autochtones des villages, mais aussi nous qui habitons dans le rayon de ces populations-là, c'est-à-dire les employés d'Olam qui vivent en cité. Nous n'aurons plus besoin d'aller à Mouila, nous pourrons nous ravitailler dans nos villages voisins au permis. Nous avons également mis en place des unités de transformation de manioc, donc dans lesquelles le manioc sera raffiné, traité et puis commercialisé. On entend par emploi prioritaire, c'est-à-dire nous avons 2 postulants présentant le même profil, donc ayant les mêmes compétences. Nous avons un ressortissant d'un village voisin au permis et l'autre ressortissant par exemple de Libreville. La priorité est faite sur celui qui est ressortissant de ce village. Moi, je fais partie de ceux-là qui ont bénéficié du recrutement prioritaire. Sur notre plateau, nous recevons Monsieur Ekoti, responsable adjoint RSE à Olam. Bonjour Monsieur Ekoti. Bonjour. Merci de votre présence sur notre plateau. Merci. Alors, quel est le travail d'un responsable adjoint RSE à Olam? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre département, qui est le département CRS ou RSE, responsabilité sociétale environnementale, Oui. du groupe Olam, est scindé en 2 parties. La première partie concerne les activités pré-opérationnelles et la deuxième partie, celle rattachée au poste opérationnel. Alors, nous, ce que nous faisons, c'est, avant que les activités dites d'aménagement, de planting, ne puissent commencer, nous balisons en quelque sorte le terrain. Nous avons en charge de réaliser toutes les études conformément à la loi nationale et aux conventions signées par le Gabon au niveau international, qu'il s'agisse des études d'impact environnemental et social, des études de danger, des études HVC. Au niveau environnemental, nous avons également fourni de gros efforts. Je vais prendre un exemple, toujours concernant le lot 1 de Mouila, oui, qui au départ avait une superficie de 35 354 hectares. Alors, étude faite, nous sommes arrivés à une superficie plantable nette de, je vais dire, 16 000 hectares. Donc, le gap qu'il y a entre les 35 000 et les 16 000 hectares, ce gap-là a été rétrocédé à la nature, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé de rencontrer des écosystèmes spécifiques, des écosystèmes endémiques, oui, des écosystèmes assez particuliers que nous avons mis en défense. Et dans notre jargon, nous appelons cela des HVC. Il y en a 6. Et ce sont des HVC que nous avons effectivement remis à la disposition de la nature. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce sont des espaces qui ne sont pas utilisés? Non, qui ne seront nullement utilisés, qui resteront en état. Et
dans notre département qui est morcelé en plusieurs sous-départements, nous avons le département HVC qui se charge de contrôler, de surveiller effectivement que ces HVC ne sont touchés par personne, que ce soit, si c'est dans notre site, que ce soit par les populations ou nos travailleurs. Parce que, vous le savez comme moi, le Gabon a une faune riche, une faune qui fait la fierté du Gabon au niveau international, notamment avec l'emblématique éléphant, les gorilles de plaine, les chimpanzés et la panthère. Donc, il nous est arrivé dans nos études de dire que cette zone est une zone fortement fréquentée par les éléphants, fortement fréquentée par les gorilles, donc nous ne touchons pas. Donc voilà, présenter concrètement la tâche qu'est la nôtre au sein du département RSE. D'accord, et ce schéma, il est déployé au niveau de toutes les villes en fait où vous Absolument, trouvez. absolument, absolument. Exactement le même schéma. C'est exactement le même. Vous avez le site de Mouila qui a 3 lots, le lot 1, le lot 2, le lot 3. Vous avez le site très proche de Libreville là, de Congo, communément appelé Awala, qui a également la même structure. Et aussi notre site de Bitam qui concerne les VA. Donc ce sont des structures qui se déploient au niveau de nos différents sites. D'accord. Et dans nos recherches, et vos collègues en ont parlé en fait dans notre rubrique découverte récemment, vous avez en fait la responsabilité sociétale, et vous venez de le dire vous-même, en fait, est composée de 3 volets. Le social, la sécurité, on en a parlé, c'est le 3e volet, je pense, et l'environnement. Pourquoi ces 3 volets? Et avez-vous un volet plus important qu'un autre? Alors, je dirais tout de suite non. Tous ces volets s'équivalent, d'accord? Nous mettons le même accent, la même intensité de travail au niveau du social, au niveau de la sécurité et au niveau de l'environnement. Ces volets, je dirais, au sein du groupe OLAM, bénéficient de 2 départements particuliers. Il y a le département RSE et le département QHSE. Vous voyez, ce sont 2 départements qui s'occupent exclusivement de ces questions. Il n'y a pas un volet plus important qu'un autre. Les personnes qui travaillent dans ces plantations, ce sont des Gabonais, ce sont des expatriés, et pour bien exercer leur travail, pour arriver à mettre en place de si grandes étendues de plantations agro-industrielles, il faut que ces populations soient dans de bonnes conditions de travail, il faut que leur sécurité soit assurée, il faut qu'ils aient les équipements nécessaires pour pouvoir travailler. D'accord. Justement, la responsabilité sociétale va-t-elle s'étendre à d'autres volets? Si oui, lesquels? Oui, il y a un point très important et essentiel que les gens ont tendance à ne pas évoquer, mais qui est le fondement même de ces grands chantiers, c'est le développement durable. Oui. Et c'est un point qui nous tient à cœur parce que il serait inutile de fournir tant d'efforts pour qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, que toutes les actions que nous avons menées, que toute l'énergie que nous avons déployée pour mettre en place ces grandes superficies en exploitation viennent à périr, voyez-vous. Et il serait désolant pour nous que la cinquantaine passée, les générations futures n'en bénéficient pas, n'en profitent pas. D'accord? Il serait inconcevable pour nous aujourd'hui de reconnaître que le Gabon au niveau international peut bomber le torse parce que nous avons l'éléphant, le gorille, la panthère, ainsi de suite, et que les enfants de nos enfants ou nos arrière-petits-fils n'aient pas la possibilité, voilà, n'aient pas la possibilité de savoir qu'au Gabon, il y a des éléphants. Voyez-vous? Donc, le développement durable est quelque chose qui est au cœur de notre action de tous les jours. Aujourd'hui, quelles sont les sommes justement investies pour mener à bien le développement de cette responsabilité sociétale et environnementale? Alors, je vais certainement vous décevoir parce que je n'apporterai pas de réponse concrète à cette question. Je laisserai plutôt le soin à mes collègues qui ont la charge de gérer ces aspects-là, vous répondre certainement. Mais je pourrais apporter un petit élément de réponse, pour donner un ordre de grandeur. Nous sommes preneurs. Pour ce qui est de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social, pour ce qui est de la réalisation d'une étude HVC, pour ce qui est de la réalisation de certaines études spécifiques. Alors, vous avez un document de ce volume, d'accord? Ici, c'est un exemplaire d'étude d'impact environnemental qui fait dans les 450-500 pages,
je puis vous dire que ce document, c'est des dizaines de millions de francs CFA. Ce sont des études lourdes qui nécessitent beaucoup d'expertise sur le plan national et international. Et ce sont des études qui, comme je l'ai dit au départ, s'étalent sur des périodes assez longues. Parce que nous passons en revue tous les aspects de nos sites. Nous abordons les questions de la faune, que ce soit la faune aquatique, c'est-à-dire les poissons, les petites bêtes, les insectes, les macro-invertébrés qui vivent là-dedans. Nous abordons les aspects de la flore, c'est-à-dire les arbres que nous rencontrons, que ce soit le moabi, l'andoc, les forêts endémiques, des forêts des zones marécageuses. Nous abordons les aspects de grande faune, notamment la faune mammalienne avec les éléphants, les gorilles, les chimpanzés. Nous abordons les aspects sociaux. Dans les différentes investigations que nous avons faites, les lectures, la documentation, nous avons vu que la certification RSPO en fait est conservée ou retirée par des audits qui sont faits. Dans le cas du Gabon, est-ce que nous avons en fait des audits qui ont déjà été menés? Oui, je dirais oui, et ça ne concerne pas uniquement la certification RSPO. Pour ce qui est du certificat de conformité que l'État gabonais, par l'entremise de la Direction générale de l'environnement ou du ministère en charge des questions environnementales, délivre à OLAM, il y a dans le PGS, qui est le plan de gestion environnementale et sociale, un aspect surveillance et suivi, c'est-à-dire les agents de la Direction générale de l'environnement, avec leurs collègues de l'agriculture par exemple, Oui. ont l'obligation, le droit de voir si nous respectons toutes les recommandations et les normes qui sont dans les documents que nous avons fournis. Donc voyez-vous, la surveillance et le suivi se situent à plusieurs niveaux, tant au niveau national qu'au niveau international. Et bien sûr, il y a des audits qui sont effectués de façon régulière pour s'assurer que le travail que nous faisons, il y a toujours le respect des engagements pris au plus haut point, que ce soit au niveau international ou national, que ces engagements sont respectés. Merci M. Ekoti pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Nina est manager social rattachée au site de Mouila et ses environs. Elle est le lien entre l'entreprise OLAM et les populations qui l'ont déjà adoptée. C'est notre rubrique de la semaine. Regardez. Depuis octobre 2011, Nina est travailleuse sociale sur le site de Mouila. Auparavant, elle était affectée au site d'Awala Kongo. Elle a vu les villages impactés se repeupler peu à peu et s'épanouir avec l'arrivée d'OLAM. Je suis manager social à OLAM. Je m'occupe principalement du social externe. Je suis le relais entre l'entreprise et les populations riveraines du projet. Mon rôle principal d'abord est la négociation avec les populations. Avant de démarrer le projet, nous devons venir expliquer à la population c'est quoi le projet, sensibiliser et surtout demander l'avis des populations. En 2011, lorsque je suis arrivée à Mouila, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Maintenant, Mouila a beaucoup changé. Il y a beaucoup de monde et il y a même de nouvelles constructions. En termes de développement, Mouila a énormément changé. Il y a de nouveaux magasins. Il y a du monde. Les villages également. Parfois, je me dis, si OLAM n'était pas venu, où aller travailler toutes ces personnes, ces jeunes, notamment peut-être moi aussi. Nina est si investie qu'elle est appréciée, telle une mascotte pour de nombreux villageois. Elle a accompagné l'insertion de nombreux jeunes, mais aussi la mise en place de panneaux solaires, de pompes hydrauliques ou encore la réfection d'écoles. Elle veille au bien-être des populations. Nous sommes à l'atelier de transformation de manioc. Ici, ça sert à écraser le manioc. Lorsqu'elles vont prendre le manioc à l'eau, elles amènent ça au village, elles doivent piler. Et c'est vraiment un travail difficile. Avec l'unité de transformation de manioc, ça va plus vite, c'est rapide et puis c'est moins pénible. Et avec ça, elles peuvent écraser beaucoup de quantités de manioc. Grâce à des activités génératrices de revenus, Nina accompagne les personnes qui ne sont plus en âge d'être employées au sein d'OLAM. Je travaille ici que les personnes qui ne sont plus en âge de travailler au niveau de l'entreprise, donc à OLAM. Elles peuvent gagner autour de 4 à 5 millions sur une période de 6 mois à 1 an. Nous aidons 22 villages. La population varie, nous pouvons partir de 200 à un peu plus, 400.
Le projet de plantation est le plus grand et c'est un peu notre plus grande fierté parce que la plantation, c'est l'alimentation. On ne peut rien faire si on n'a pas mangé, on n'a pas de nourriture. Timba, c'est tubercule en langue locale. Quand ça commence à pousser comme ça, il faut déjà désherber. Nina n'hésite jamais à prendre part aux travaux des cultivateurs. Il faut commencer à nettoyer maintenant pendant la saison sèche. Comme ça, quand les pluies vont arriver, le champ sera propre et ça va bien pousser. Sur certaines parcelles, il n'y avait rien avant Olam. C'était uniquement de la savane. Ici, les gens n'avaient pas l'habitude de planter en savane. Et grâce à nous et à l'apport de l'IGAD, nous avons pu amener les gens à planter dans les savanes. Donc, nous avons apporté de nouvelles méthodes que nous avons apprises à la population. Ce manioc-là, ça va nous aider à vivre. On va faire le manioc pour vendre à la population. Nous sommes très contentes grâce à Olam qu'on a eu même le projet là. Avec cet argent-là, ça nous aide beaucoup au village parce que nous sommes les pauvres, on souffre beaucoup ici. Notre souhait, c'est que ça puisse se perpétuer. Parce que pour développer des plantations aussi grandes, il faut déjà avoir un esprit de coopérative et avoir un esprit de travail. Il faut travailler. Et ça, c'est vraiment bien quand les gens prennent conscience que l'agriculture, on peut gagner beaucoup d'argent avec l'agriculture. Et c'est l'un de nos challenges. Arriver à ce que les gens puissent le refaire eux-mêmes. Elle n'a qu'à devenir notre mère, hein. C'est vrai, elle sera bien heureuse. Et si Nina est autant appréciée, c'est aussi parce qu'elle respecte au mieux les coutumes des villages dans lesquels elle travaille. Déjà, la prise en compte de la forêt, des rivières, de certains marigots. Il y a aussi des zones de forêt où il ne faut pas aller lorsqu'on n'est pas du village. Donc on ne va pas comme ça, il faut l'autorisation ou même ne même pas aller. Et ça, il faut le respecter parce que ce sont leurs cultures. Après une journée riche en instructions et en émotions avec notre responsable sociale, Nina se confie à nos caméras. Elle nous relate ses débuts à Olam et nous parle de ses ambitions personnelles. Avant Olam, j'étais étudiante. J'ai étudié à l'université Omar Bongo. J'ai fait des études de psychologie, notamment la psychologie sociale. J'ai été sélectionnée à l'École nationale des eaux et forêts en partenariat avec l'université Omar Bongo, où j'ai fait un Master 2 en évaluation environnementale et sociale. Et juste après ça, je suis allée en stage à l'aéroport de Libreville, ADL au service qualité. Au sortir de mon stage, j'ai été recrutée, embauchée à Olam. Parce que déjà, avant mon stage, j'avais déposé un dossier à Olam, mais pour une demande de stage. J'ai eu un entretien avec le directeur qui m'a dit qu'ils avaient besoin de recruter quelqu'un, pas pour un stage, pour un emploi permanent. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui va nous faire le CLIP, le consentement libre, informé, préalable avec les populations. Là, je me suis dit le clip, parce que souvent quand j'entendais clip, c'était un clip télévisé. C'était la première fois pour moi que j'entendais ce mot. Il m'a expliqué un peu ce que c'était. Je lui ai dit, bon, c'était un peu nouveau pour moi. C'est un peu le clip, c'est la foresterie sociale, avoir le consentement des populations avant l'installation du projet pour aboutir au contrat social. Ayant terminé le clip à Congo, quelques mois après, lorsqu'on a démarré le projet à Mouila, toujours dans la même chose, fait avoir le consentement des populations, signer le contrat social et le suivi du contrat social. Et après, je suis passée d'assistant manager à manager social. Maintenant, aujourd'hui, ça fait 5 ans et quelques mois que je suis à Olam. Là, maintenant, je viens d'avoir encore une promotion. Je suis manager CRS pour Olam Palm à Mouila ici et également pour Sotrader. Je vais gérer le côté environnement et le côté social. Quand j'ai eu ma promotion, j'ai eu d'abord un sentiment de fierté et de reconnaissance envers l'entreprise. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Olam et grâce aux chefs que j'ai eus, qui ont suivi chaque jour mes pas et qui ont su corriger à chaque fois mes erreurs. Et ça m'a fait grandir, non seulement
sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Mon rêve, c'est de devenir une grande personnalité, d'apprendre encore, envie d'apprendre plus, de devenir demain quelqu'un de grand par le savoir, par la connaissance et par ce que je peux apporter à l'entreprise et aussi au Gabon. Ainsi s'achève ce numéro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aller dans les plantations d'EVEA. N'oubliez pas, même jour, même heure sur cette antenne. Au revoir.